précédées, nous avons rappelé quelques notions sur les équilibres de phase, la notion d'état, mais il est enfin temps d'examiner plus pratiquement ces idées au travers de ce que peut nous en apprendre le démonstrateur que voici et qui va illustrer toutes ces notions. Alors, ce démonstrateur est un système très simple. Son exploitation en vue d'illustrer les notions d'équilibre d'état en thermodynamique, elle est basée sur une analogie. En effet, nous avons expliqué à plusieurs reprises qu'une approche thermodynamique d'un système, c'est une approche statistique qui examine le comportement collectif d'un grand nombre de molécules ou d'atomes qui sont de très petite taille, bien plus petits que le système, en nombre important et qui interagissent les uns avec les autres. Et plutôt donc que de tenter de décrire le comportement individuel de ces milliards de constituants, de ces milliards de molécules ou d'atomes, eh bien, le formalisme thermodynamique nous permet d'examiner des propriétés statistiques globales et leur équilibre. Eh bien, l'analogie dont je parlais, sur laquelle est basé ce démonstrateur, c'est l'analogie entre ces systèmes, donc des collections importantes d'un grand nombre de molécules ou d'atomes, et des systèmes de plus grande échelle, qui sont les systèmes granulaires ou les systèmes divisés. Alors, ce qu'on appelle un système granulaire ou un système divisé, c'est un système qui est constitué, tout comme un système thermodynamique, d'un grand nombre de petits constituants. Simplement, dans le cas d'un système granulaire, les constituants ne vont pas être des molécules ou des atomes, ça va être des éléments macroscopiques, comme par exemple ces billes, mais tout de même suffisamment petits et suffisamment nombreux pour qu'il soit légitime de décrire le système comme quelque chose qui serait vu de loin. Alors des systèmes granulaires, vous en connaissez énormément. Un tas de sable est évidemment un système granulaire. Le sel dans une salière est un système granulaire. Bref, on peut finalement reprendre un petit peu cette logique qui était celle des systèmes thermodynamiques, c'est-à-dire essayer, à partir des interactions locales entre petits éléments, de déduire le comportement moyen, collectif, du système tout entier, de manière à ne pas être obligé de s'interroger sur la trajectoire et le comportement de chaque élément individuel, ce qui serait évidemment totalement irréaliste. Alors, pour revenir à ce démonstrateur, eh bien, l'analogie dont nous avons parlé, elle va nous permettre d'observer les interactions entre ces petits éléments qui constituent le milieu granulaire et d'observer la manière dont sont liées les interactions entre ces éléments et le comportement collectif global du système. Alors, si on regarde un petit peu comment est constitué ce démonstrateur, comme je le disais, c'est un système très simple. Vous avez une cavité dont les parois sont recouvertes d'une bande de caoutchouc afin de permettre des rebonds très élastiques. Cette cavité est montée sur plusieurs ressorts, de manière à pouvoir se déplacer, se translater, tourner dans différents sens, librement. Et elle est munie d'un moteur ici, lui-même associé à un excentrique. Et le moteur en question est alimenté par le petit boîtier que voici, grâce auquel on va pouvoir doser la vitesse de rotation du moteur. On comprend du coup comment ce système va fonctionner. On va donc allumer le système de commande, accroître la vitesse du moteur. Le moteur, en tournant grâce à son axe excentrique, va provoquer des accélérations périodiques qui, elles-mêmes, vont faire vibrer, osciller la cavité dans laquelle nous allons évidemment placer nos éléments divisés, c'est-à-dire nos petits substituts de molécules. L'idée évidemment va être de regarder quel est le comportement collectif de ces éléments sous l'effet de différentes intensités de vibration. Alors, imaginons que ces deux billes soient des molécules. Lorsqu'elles sont éloignées l'une de l'autre, elles vont avoir une tendance naturelle à s'attirer, mais avec une force d'attraction qui diminue bien évidemment avec la distance. Mais lorsqu'elles vont être très proches les unes des autres, il existe une distance au-delà de laquelle elles vont commencer à se repousser. Pour la quasi-totalité des molécules, en tout cas des molécules simples, on a ce comportement un peu dual qui consiste en une attraction à longue portée et une répulsion à courte portée. C'est dans cette compétition ou cet équilibre entre ces deux régimes d'interaction que va se cacher en quelque sorte la transition de phase et les différents équilibres de phase, au sens où, selon les conditions moyennes de température, de masse volumique et de pression, les molécules seront plus favorablement dans tel régime d'interaction ou dans tel autre. Alors,
comment est-ce qu'on peut retrouver cet équilibre entre deux tendances dans un système granulaire constitué, par exemple, de billes ici, qui n'ont pas d'interaction à longue distance? Eh bien, on va retrouver cette analogie entre ces deux régimes au travers, paradoxalement, de l'inélasticité des chocs. Si deux de ces billes arrivent suffisamment proches l'une de l'autre pour rentrer en contact, alors la perte de quantité de mouvement associée à l'inélasticité des chocs va faire qu'elles s'éloigneront l'une de l'autre à une vitesse plus faible que la vitesse à laquelle elles se sont rapprochées. Par ce biais-là, on crée quelque chose qui est un petit peu équivalent à l'effet d'attraction dont nous parlions. Du coup, d'un point de vue statistique, si vous mettez beaucoup de billes dans votre cavité, elles auront une tendance à s'entrechoquer très souvent. Et on comprend très bien, du coup, que beaucoup de chocs, ça veut dire des billes qui ont tendance plutôt à se rapprocher les unes des autres. Donc, collectivement, si on met beaucoup de ces billes dans la cavité et qu'on fait vibrer le tout pour leur imposer un mouvement aléatoire à grande vitesse, eh bien, on espère bien pouvoir retrouver certaines classes de comportements observées dans les systèmes thermodynamiques, simplement en changeant l'équilibre entre la fréquence des chocs et la vitesse de déplacement des billes. Alors, dans cette cavité ici, on pourrait évidemment utiliser des billes aussi grandes, mais en termes statistiques, ça va être assez peu significatif, donc on va plutôt, bien évidemment, examiner des systèmes encore plus divisés que cela, si j'ose dire. Et c'est pour ça que j'ai ici une collection assez grande de différents types de billes qui vont toutes avoir leur propre comportement. Ces différentes catégories de billes vont en quelque sorte singer le comportement de différents types de molécules. On va pouvoir explorer l'influence de ces paramètres sur le comportement collectif et observer directement, de manière visuelle, des transitions de phase. Il est temps maintenant de tester notre petit équipement. Alors, je vais commencer simplement en versant quelques dizaines de ces petites billes blanches. Je dis billes, mais en réalité, vous les aurez reconnues, il s'agit de petites perles corail. Et je vais démarrer le système, ce qui va mettre en vibration la cavité. Alors, pour éviter de retrouver des perles dans tous les sens, je place cette petite feuille d'acrylique comme couvercle transparent, ce qui nous permettra de voir ce qu'il se passe. Et je vais donc démarrer le système. Je prends garde à ce que la molette soit au minimum, et je démarre. Alors, dès le début, on observe que le moteur en rotation avec son excentrique provoque une vibration du système. Pour le moment, elle est de faible intensité. Lorsque je vais augmenter le courant envoyé au moteur, évidemment, non seulement la fréquence d'excitation va augmenter, mais aussi et surtout l'accélération imposée à la cavité, donc l'énergie d'excitation qu'on lui transmet. Et pour débuter, je vais tout de suite imposer une énergie importante, donc un haut niveau d'agitation. Ce que vous aurez observé, c'est une population de billes qui s'agitent en tous sens et qui, dans leur mouvement aléatoire, explorent l'intégralité de la cavité. Je peux essayer de caractériser globalement ce qui se passe dans la cavité. Et caractériser globalement, ça veut dire retrouver des descripteurs, des propriétés qui, à la manière des propriétés thermodynamiques, vont décrire quelque chose au niveau global sur ce qui se passe dans notre, entre guillemets, fluide de billes. Alors, si on explore les analogies avec la thermodynamique, il y a un premier paramètre qui semble assez simple à estimer, c'est celui de la masse volumique. On connaît le nombre de billes, il suffit de les compter, on peut connaître leur masse, et on n'a plus qu'à diviser ça par le volume disponible.
on obtient la masse volumique tout à fait analogue à celle qu'on obtiendrait en mesurant la masse volumique d'un gaz, d'un liquide ou d'un solide. Et comment peut-on régler cette masse volumique? Eh bien c'est simple, il suffit de rajouter ou d'enlever des billes. Donc on a ici un paramètre global, une propriété thermodynamique du système qui est directement liée au nombre de billes. Alors si l'on cherche maintenant une propriété, un paramètre qui caractérise le degré d'agitation du système, qui est lié donc à la manière dont on l'excite ici, on va très naturellement être poussé à observer la vitesse des billes, soit en valeur vectorielle, soit en valeur absolue. Mais ça ne nous apprendrait pas grand-chose sur l'énergie du système associée à ce mouvement-là. Il semble donc beaucoup plus pertinent, au lieu de faire des moyennes de vitesse, de faire des moyennes plutôt d'une quantité énergétique. Et une manière naturelle, c'est d'exploiter l'énergie cinétique. C'est-à-dire qu'on va faire des moyennes de l'énergie cinétique de l'ensemble des billes du système, et cette valeur moyenne sera une mesure de l'agitation. Eh bien, la valeur moyenne de l'énergie cinétique à une constante multiplicative près, c'est exactement la définition thermodynamique de la température. Et donc, ça va être très intéressant pour nous de considérer que notre température de système, c'est l'énergie cinétique moyenne des billes, parce que ça va nous donner une relation directe, beaucoup plus naturelle, entre le niveau d'excitation et la température équivalente observée dans le système. Enfin, troisième propriété globale de mon système, analogue à ce qu'on exploite en thermodynamique, eh bien, c'est l'influence des billes sur les parois de la cavité, donc quelque chose qui serait de l'ordre d'une pression. Si on examine la dimension d'une pression au sens thermodynamique, on sait que c'est une force par unité d'air. Alors, lorsque les billes sont en mouvement ici et impactent sur les parois, comment est-ce qu'on pourrait calculer la force par unité d'air équivalente à ce système? Parce que les chocs sont ponctuels. Eh bien, en réalité, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans un système thermodynamique. Il suffit de réfléchir un petit peu à l'analyse dimensionnelle. En effet, on a dit qu'une pression était une force par unité d'air. Caractériser l'air d'une paroi ici, c'est facile. Donc c'est au niveau de la force qu'il faut travailler. Et comment transcrire la force des impacts en quelque chose de plus facilement mesurable? Eh bien, il suffit d'analyser sa dimension. En effet, qu'est-ce que c'est qu'une force? Eh bien, la première loi de Newton nous indique qu'une force, c'est équivalent à la dérivée par rapport au temps d'une quantité de mouvement. Donc, mesurer la force de quelque chose qui est en mouvement, c'est équivalent à mesurer le changement de sa quantité de mouvement. Et ici, là, c'est une mesure que je vais pouvoir faire. Si j'observe la collision d'une bille avec la paroi, je peux mesurer la vitesse juste avant, la vitesse juste après, je connais la masse de ma bille, donc je connais la quantité de mouvement avant et après la collision pour ma bille. Et la différence des deux, c'est le changement de quantité de mouvement que la paroi, par sa présence, a imposé à la bille. Évidemment, en exploitant la seconde loi de Newton, il est facile de déterminer, dans ce cas-là, quelle est la quantité de mouvement donnée à la paroi par cet échange. C'est simplement l'opposé de celle reçue par la particule. Et donc, vous imaginez, pour caractériser la force globale, qu'est-ce qu'il suffirait de faire? Eh bien, on pourrait filmer notre cavité pendant un temps donné, compter le nombre d'impacts, pour chaque impact, compter le changement de quantité de mouvement associé, et on obtiendrait la quantité de mouvement globale qui a été reçue par la paroi pendant la durée d'observation. Il n'y aurait plus qu'à diviser cette quantité de mouvement par la durée d'observation, et on aurait l'équivalent de la force moyenne exercée par les billes sur la paroi. Cette force moyenne, on la divise par l'air de la paroi, la propriété qu'on obtient, c'est une pression. Donc, vous voyez que par ces analogies, on peut totalement exhiber les mêmes variables fondamentales dans ce système que celles qu'on a exploitées en thermodynamique. Il s'agit juste d'un changement d'échelle, mais la démarche conceptuelle est exactement la même. Alors, on a observé tout à l'heure un régime de billes qui se promenait dans toute la cavité de manière aléatoire, qui impactait sur les parois. Ce qui a été un peu difficile, c'est vraiment d'examiner l'importance des interactions des billes l'une avec l'autre. Parce que tout ça va très vite et toutes les billes se ressemblent. Alors, ce qui serait intéressant, ce serait d'observer le mouvement d'une bille au milieu de cette population pour regarder exactement où elle va, si elle subit des impacts avec d'autres billes ou pas. Eh bien, plutôt que de ne pas quitter une bille des yeux, une manière plus simple de faire ça, c'est simplement de remplacer l'une de nos billes blanches par une bille d'une autre couleur, ici bleue, et directement, on va pouvoir la suivre
et observez ce qui lui arrive. Voici une bille bleue. Je replace le couvercle transparent, et je n'ai plus qu'à redémarrer le système, et cette fois-ci je vais m'attacher à bien observer la trajectoire de cette unique bille bleue. Si vous l'avez suivi des yeux assez longtemps, vous aurez remarqué que la bille bleue ne touche quasiment jamais aucune autre bille. Compte tenu du volume disponible, de la vitesse de déplacement de ces billes, eh bien les probabilités que deux billes rentrent en collision sont très très faibles. Ça ne veut pas dire nul, mais ça veut dire suffisamment faible pour que, globalement, aussi bien la vitesse de chaque bille que le nombre de collisions avec les parois n'est quasiment pas influencé par les interactions de bille à bille. Alors qu'est-ce que c'est que cet objet? Eh bien, un système constitué de molécules ou de petits constituants qui n'interagissent pas les uns avec les autres et qui se contentent de se déplacer aléatoirement selon une mesure d'agitation donnée, donc selon une température donnée, eh bien c'est précisément ce qu'on appelle un gaz parfait. Donc, ce que l'on vient d'exhiber ici, c'est le comportement de ce qui serait un gaz parfait de bille. Et ça explique quelque chose d'intéressant directement, c'est que vous vous souvenez que la loi d'état des gaz parfaits qui relie pression, volume, température, c'est le fameux PV égale nRT qu'on apprend dès les premiers cours de thermodynamique, et à volume constant, comme ici, cette loi nous dit que la pression va être proportionnelle au nombre de moles de molécules, donc à la quantité de molécules présentes. Eh bien, l'observation qu'on vient de faire, et le fait que les billes ne se touchent pas les unes les autres, donne une explication qualitative immédiate à cette proportionnalité. Si les billes ne se voient pas entre elles, lorsque j'aurai mis 3 billes dans une cavité, j'aurai 3 fois plus de collisions sur les parois que lorsque je n'en aurais mis qu'une. Il y aura une proportionnalité immédiate entre le nombre de billes et le nombre de collisions, donc entre le nombre de billes et la pression. Si au contraire, on est en présence d'un système où les interactions entre billes sont importantes, alors là, on va s'apercevoir qu'il n'y a plus aucune raison d'observer cette proportionnalité. Pourquoi? Eh bien, là aussi, qualitativement, c'est assez simple à comprendre. Imaginons que dans cette cavité, il n'y ait que cette gigantesque bille en bois. Je caractérise la pression comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et si je rajoute une seconde bille qui régulièrement a des interactions avec la première, et que ces interactions modifient l'agitation globale, modifient la vitesse à laquelle les billes avancent, modifient la fréquence des chocs sur les parois, eh bien, vous comprenez très bien dans ce cas-là que avoir deux billes, ça ne me donne pas simplement 2 fois plus de chocs à même vitesse. À nouveau, je n'aurai exactement 2 fois plus de chocs que si le mouvement d'une bille n'était pas influencé par le mouvement de l'autre. Donc vous voyez bien que dans des systèmes où les interactions sont fortes, on n'a quasiment aucune chance d'observer une proportionnalité simple, directe, entre pression et nombre de constituants. Alors, ce qu'il est intéressant maintenant de faire, évidemment, c'est de sortir de ce régime pour, cette fois-ci, forcer une fréquence plus importante d'interaction entre les billes, et pour ça, une méthode simple, c'est bien évidemment de rajouter des billes dans mon système. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.